Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'histoire de la première AMAP. À mes parents, mes beaux-parents, nos filles, nos petits-enfants. Et à tous les enfants de la Terre. Préface. La vie est remplie de coïncidences drôles. Ma première rencontre avec l'agriculture soutenue par la communauté, CSA en anglais, était à Olioul en Provence en 1977, à 1 km ou 2 des Olivades, la ferme de Denise et Daniel Vuillon. Pendant une saison ou deux, un jeune couple d'amis a loué de la terre et fait pousser des légumes pour leurs camarades. Ils rassemblaient leurs produits, les partageaient équitablement dans des caisses qu'ils livraient à 2 lieux de dépôt, l'un au port de la Seine-sur-Mer, et l'autre dans le village de la Cadière où je sous-louais l'appartement de 2 des camarades pendant le mois de juillet. Mes amis avaient oublié de me parler du projet fermier avant de partir en vacances, donc cela a été une surprise agréable de trouver une caisse de légumes bio frais devant ma porte. Ces fermiers n'avaient aucun lien avec la communauté agricole de la région varoise, donc quand ils sont partis, il n'y a pas eu de trace de CSA jusqu'à ce que les Vuillon la découvrent à New York et ensuite la transforment en AMAP 23 ans plus tard. À la fin des années 70, les supermarchés français entamaient leur marche vers la dominance du marché. Ils importaient de plus en plus de leurs produits d'endroits plus au sud, où la main-d'œuvre était moins chère et la production toute l'année possible. Dans ce livre, Daniel Vuillon écrit le récit concis, brillant et fulgurant des luttes de sa ferme familiale pour résister aux pressions de standardisation et de baisse de coûts exercées par les marchés de masse. Toujours à l'avant-garde, Daniel Vuillon était actif dans le syndicalisme agricole et son programme de formation de jeunes agriculteurs. Ensuite, il a pris un rôle de meneur dans les coopératives, puis il a changé d'orientation pour vendre directement à la ferme et a défriché la voie vers le développement de variétés anciennes de tomates et d'autres légumes. Malgré ses efforts créatifs, son énorme savoir-faire d'agriculteur et son partenariat avec Denise, qui a renoncé à sa carrière d'infirmière pour gérer la boutique de la ferme, les Vuillon ont souffert de l'érosion grandissante infligée aux exploitations de petite taille par l'industrialisation et la concentration du système alimentaire mondial. Entourée dans les années 60 par des voisins agriculteurs, la ferme Les Olivades a été parmi la poignée qui a survécu jusqu'au XXIe siècle. Le libre-échange, le pétrole à bas prix et les pesticides chimiques ont dévasté l'agriculture paysanne en France, comme dans tant d'autres pays à travers le monde. Juste au moment où l'horizon était le plus sombre, obligeant les Vuillon à fermer leur boutique à la ferme pour l'hiver, Edith, leur fille aînée, a découvert les CSA à New York City. Vers l'an 2000, les CSA avaient un bilan solide en ce qui concerne les fermes de taille familiale aux USA. Bien qu'il y ait eu certes des déboires pour certains, bien plus nombreux sont ceux pour qui le système CSA a fourni des clients constants et fidèles et un revenu beaucoup plus stable que ce qui est possible avec d'autres formes de vente comme les marchés fermiers ou des ventes à la petite semaine. Des CSA bien installés comme Genesee Valley Organic CSA, en lien avec ma ferme, sont devenus des institutions locales très respectées avec des familles qui restent membres pendant une décennie ou plus. Le soutien des membres a pris la forme de milliers d'heures de travail à la ferme, des dons d'argent généreux pour payer la construction de granges et d'ateliers de conditionnement, pour acheter du matériel et même de la terre. Les groupes de membres actifs du noyau ont pris sous leur responsabilité des tâches telles que le recrutement de membres, la promotion, la comptabilité, la maintenance de sites web, la distribution de récoltes non utilisées à des familles nécessiteuses et la collecte de fonds pour payer des parts de récolte à des membres à bas revenus. Ce soutien a libéré des agriculteurs pour qu'ils se concentrent sur l'agriculture et la formation de la prochaine génération d'agriculteurs à travers des apprentissages, des visites de ferme et des ateliers, workshops. L'importance de la communication avec les membres sous forme de nouvelles régulières concernant les événements de la ferme, par voie de bulletins d'information des CSA, a encouragé beaucoup de fermiers à devenir des écrivains s'exprimant avec facilité. Ce sont des fermiers qui ont initié la plupart des CSA aux USA. Des groupes de consommateurs en ont initié d'autres. Dernièrement, nous entendons parler quotidiennement de montage de CSA, avec des structures légales innovantes et des combinaisons de fermes, d'associations, de marchés fermiers et de lieux de travail. Une toute petite association, Just Food,
de la nourriture juste, a donné l'impulsion à la CSA new-yorkaise qu'Edith Vuillon a découverte. Just Food aide des groupes de consommateurs urbains à créer des groupes noyaux, et ensuite les couple avec des fermes qui sont localisées à entre 2 et 3 heures de route de la ville. En 2011, ils s'attendent à avoir 125 groupes de CSA urbains comportant plus de 20 000 foyers liés à 26 fermes. Comme l'explique si clairement Denise, une CSA est un partenariat fermier-consommateur. Dans ce siècle nouveau, le mouvement locavore a explosé aux USA avec la vente directe depuis des petites fermes vers des consommateurs dépassant les 4 milliards de dollars par an. Mais ces fermiers rencontrent toujours des difficultés économiques sérieuses où ils peinent à payer leurs ouvriers, ainsi qu'eux-mêmes, plus que le salaire minimum. Peu de chefs d'exploitation et pratiquement aucun ouvrier agricole aux USA n'ont de couverture en assurance maladie, une lacune qu'il est probablement difficile à comprendre pour des Français. De toutes les formes de vente, seule la CSA oblige le partage de risques entre consommateurs et fermiers. Inversement, si les conditions sont bonnes, les membres reçoivent plus. C'est pourquoi les CSA prolifèrent et durent. Des pseudo-CSA, qui sont en réalité des services de bouffe par abonnement, sont peut-être plus commodes pour les consommateurs, mais ne créent pas de soutien financier régulier dont les fermiers dépendent pour que leur ferme soit pérenne. Peacework, ma ferme, fait partie d'un tout petit pourcentage de fermes aux USA qui n'a pas de dette. Mes partenaires et moi-même nous payons des salaires modestes, mais nous savons que nous pouvons compter sur des traites régulières. Pendant les 22 années où nous avons été en CSA, il n'y a eu que très rarement une semaine où nous n'avions rien à mettre dans les cageots. En guise d'assurance, nous cultivons de la biodiversité et faisons pousser 70 types de récoltes différentes. Chaque saison, quelques récoltes donnent un rendement médiocre tandis que d'autres sont en surrendement. Nos membres se sont habitués à ce que chaque semaine soit une surprise et différente de toute autre. Leurs règlements ne sont pas calculés selon tant de dollars par kilo de récolte. Ils paient pour soutenir l'existence continue de notre ferme et l'agriculture comme un mode de vie indispensable à la survie humaine. Ayant travaillé comme infirmière, Denise a une compréhension profonde de la valeur sanitaire de l'alimentation. C'est un thème commun au CSA aux USA, et surtout au Japon. La version nippone des AMAP ou CSA, Teikei, est née quand de jeunes mères qui désespéraient de trouver une alimentation non contaminée, sûre auprès des sources conventionnelles ont tendu la main aux agriculteurs au début des années 70. Comme l'écrit Denise, ce souci de santé a donc déclenché le phénomène d'association avec un producteur local, dans la confiance et la solidarité, ce qui, par voie de conséquence, a aussi permis le maintien de ce paysan menacé de disparition. Quelques concepts très basiques et simples définissent les CSA-AMAP Teikei. Un partenariat entre une ou plusieurs fermes et un groupe de citoyens, la biodiversité, des méthodes de production écologique qui fuient les fertilisants chimiques, les pesticides toxiques et les OGM, et l'accord des membres de payer à l'avance et prendre ce que produit la ferme pendant la saison. Au-delà de cela, comment sont recrutés les membres, comment sont effectués les paiements, quelles cultures sont plantées et en quelle quantité, sont spécifiques à chaque pays, la culture locale et même la localisation. Chaque pays comporte ses obstacles et malentendus. Comme le raconte Denise, en France, la constitution d'AMAP en association, loi 1901, s'est avérée problématique car la loi impose la prise de décision par la majorité. Comme la voix de l'agriculteur est de loin minoritaire, des groupes de citoyens qui ne comprennent pas le besoin essentiel d'un partenariat avec le fermier peuvent voter des mesures qui rendent la continuation du fermier impossible. Au Japon, les clubs de citoyens qui ont parrainé les Teikei sont restés bien trop souvent sous contrôle des activistes d'origine, maintenant sexagénaires, rendant les choses difficiles pour attirer des participants plus jeunes. Aux USA, la nourriture industrielle concurrente est si peu chère et il y a une si forte pression pour baisser les prix, que les fermiers ne demandent pas un prix suffisant pour leur panier et du coup, déposent le bilan. L'histoire de la première AMAP est le récit de comment Denise et Daniel Vuillon ont sauvé leur propre ferme et ensuite, se sont dévoués avec une générosité infatigable à l'essaimage de leur découverte pour sauver d'autres fermes aussi, d'abord en France et puis en organisant des expéditions d'essaimage dans d'autres pays. Se basant sur ce qu'ils ont appris à New York, les Vuillon ont fait un travail remarquable pour adapter le modèle CSA aux besoins spécifiques de la culture française. Le nom en lui-même,
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, a une résonance particulière pour les Français qui sont profondément attachés à leur cuisine et se rappellent qu'un savoir-faire, un attachement et un terroir font la différence en ce qui concerne leur alimentation. AMAP ne serait pas vendeur aux USA où tout le monde, hormis des sociologues du rural, utilise le mot paysan comme un terme de dénigrement qui signifie arriéré, sans éducation et pauvre. Mais en France, les AMAP ont déferlé sur le pays. En seulement une décennie, elles ont gagné plus de 5000 fermes et donné un nouveau mot, amapien, à la langue française. Adhérer à une AMAP est un défi pour les membres. Payer à l'avance des produits alimentaires que l'on reçoit au fil des mois suivants est nouveau. Les paniers continuent semaine après semaine, un flux soutenu de produits qui peut accabler des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, avec des quantités qui ne sont pas en adéquation avec des recettes familières. Pourtant, l'expansion incroyable des AMAP que décrivent les Vuillons montre que les bienfaits sont de loin plus importants que les difficultés. Les citoyens français éreintés actuels ont un désir intense des valeurs incarnées par l'agriculture paysanne. Ils veulent une alimentation qui provient de gens en qui ils ont confiance, de la nourriture qui n'a pas parcouru de grandes distances et n'a pas été touchée par d'innombrables mains ni par des substances anonymes. Des citoyens conscients sont prêts à prendre plus de responsabilités pour les bases de leur existence, et les AMAP montrent un chemin vers une économie solidaire. Les AMAP, comme le décrit si bien Denise, donnent la possibilité aux femmes de retourner à la ferme comme elle l'a fait et leur procurent chaque semaine la joie d'aller chercher des produits fraîchement récoltés. Prendre leur panier à la ferme apporte une dose régulière de la nature guérisseuse. Ce petit livre est à la fois l'histoire d'une famille paysanne classique, une histoire brève de l'établissement d'une institution signifiante nouvelle et un guide à la création de ces partenariats fructueux entre paysans et gens qu'ils nourrissent qui vont sauver notre planète. J'espère que vous allez en tirer autant de plaisir en le lisant que moi. Pour la paix en notre durée de vie. Elisabeth I. Les Olivades 1905. Photo de la famille Vuillon. Introduction. Je partage ma vie avec Daniel depuis 43 ans. J'ai épousé l'homme, mais aussi le métier d'agriculteur maraîcher que je défends viscéralement à travers ce livre. Nous avons été tous deux à l'origine du projet d'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ce duo complémentaire nous a permis d'aborder la multitude des volets qui appartiennent au concept. C'est peut-être parce que Daniel et moi avons très vite ressenti le besoin de partager cette expérience, chacun avec ses mots, sa sensibilité et ses priorités, qu'à deux, nous avons plus facilement et rapidement trouvé un écho favorable à la multiplication de notre expérience. Cela fait quelques années que j'ai envie de raconter cette histoire dans le détail, surtout depuis que j'ai compris que la pratique de l'AMAP porte en elle tous les éléments susceptibles de sauver le métier d'agriculteur paysan en voie de disparition, et de garder la terre nourricière sur laquelle il travaille. Mais il m'a été difficile d'être encore dans l'action, et de faire le récit d'une aventure qui continue à nous mobiliser. La transmission du concept n'étant pas académique et en raison des difficultés pour se rencontrer, les principes fondateurs ont parfois été appliqués avec des interprétations divergentes entraînant quelques dérives. Finalement, les 10 ans écoulés depuis la première expérience me permettent de prendre un recul plus important et de mieux nourrir la réflexion sur l'avenir et la viabilité de cette alternative économique. Raconter l'origine du concept est en général un préambule à toute action d'essaimage. Cela fait toujours partie du processus de transmission. Cette histoire intéresse et convainc à la fois le cultivateur en recherche d'une solution économique et le consommateur prêt à se lancer dans la démarche. Le livre commence par le récit de Daniel, son parcours de paysan évoluant dans une perspective qui, à son insu, lui a permis de fonctionner sur le champ dans ce concept, aux Olivades, un lieu qui rassemble tous les éléments propices à l'installation de la première AMAP. À la fin du livre, Daniel consacre un chapitre à la sauvegarde de ces terres menacées par la pression foncière. Pour ma part, je raconte la découverte du concept et le vécu de toutes ces rencontres. La mise en place, la méthode dans les détails et dans la diversité des champs d'action, puis les 10 ans d'implication pour partager cette expérience. Le livre donne la parole à d'autres paysans et d'autres témoins, initiateurs locaux de l'AMAP,
qui s'expriment à leur tour et en sont toujours les acteurs et les dignes représentants. Cet ouvrage fait aussi le lien entre la recherche d'autonomie, l'insécurité alimentaire et le maintien des agriculteurs locaux et ceci, sur toute la planète. 10 ans après la première expérience, il me semble utile de poser les bases fondamentales de la pratique du système. Les facteurs de réussite n'ont pas changé. Les mêmes piliers indispensables portent le projet, et le même état d'esprit habite et motive encore les acteurs. Je vous invite à les découvrir ou les retrouver. Naissance du projet. Un paysan, une ferme. Je m'appelle Daniel Vuillon, j'ai 66 ans et je suis agriculteur depuis 1972. L'histoire de ma vie professionnelle est une succession d'engagements divers. Syndicalisme et développement agricole, organisation économique et coopération, résistance et biodiversité et enfin les AMAP. Le fil conducteur de ces engagements a toujours été la recherche permettant d'assurer une pérennité au métier d'agriculteur, sur une exploitation à dimension familiale. Cet attachement à cette terre des Olivades s'explique d'abord parce que j'y suis né, ensuite parce qu'elle est dans ma famille depuis 1804 et enfin parce que j'ai vu mon père la modeler petit à petit avec sa force et son courage, comme l'avaient fait avant lui les générations précédentes. Et nous avons pensé avec Denise qu'il fallait continuer à la préserver à notre tour. La ferme Les Olivades est une propriété agricole familiale située à l'ouest de Toulon dans le Var, sur les communes d'Olioul et de la Seine-sur-Mer. Elle était autrefois plantée d'oliviers et de céréales dont l'aire de battage du blé, toujours en état, au sud-est du corps de ferme est le vestige séculaire. Après la Révolution, en 1804, la ferme est achetée par un prêtre du nom de Sénéquier. Dans la maison se trouve toujours la chapelle qu'il a construite, où il donnait les offices pour les habitants du quartier. Petit à petit la vigne remplace les céréales. Une cave est édifiée sous la chapelle et la vinification s'effectue sur place. Il réalise aussi autour de la maison, sur le modèle des bastides provençales, de jolis jardins dits jardins de curé, et plante de nombreux arbres d'ornement, dont on peut encore aujourd'hui admirer quelques spécimens. À sa mort, il lègue ce patrimoine à sa nièce, Madame Marie Laureau Gauthier, sa plus proche parente, qui est mon arrière-grand-mère maternelle. Le moulin à vent des Olivades, 1904. Photo de la famille Vuillon. Les cultures sont alors confiées à un fermier et ma famille, originaire de Toulon, vient aux Olivades pour les vacances. Il y a de l'eau et 5 puits sur la ferme. Mon arrière-grand-père, Germain Laureau, médecin à la Seine-sur-Mer appelé le médecin des pauvres, fait construire le moulin à vent pour pomper l'eau du puits. L'éolienne envoie l'eau dans des réservoirs disposés sur la façade nord de la maison. L'eau courante est amenée aux 2 étages par gravitation. Cette installation fut inaugurée en 1904, mais il n'en reste que le piétement à balustre qu'on voit au bord du chemin. Le belvédère donne le signe distinctif de la maison dans le paysage. Mon arrière-grand-mère fait de son mieux pour maintenir les cultures et entretenir la maison. Mes grands-parents maternels ont 3 filles dont Geneviève, ma mère, qui hériteront des Olivades. Mon grand-père paternel, Antoine Vuillon, d'origine stéphanoise et lyonnaise, décide de venir s'installer dans le Midi. Il achète la propriété voisine appelée La Garenne, avec sa femme, sa fille et ses 4 garçons. La maison des Vuillon est située sur la colline au-dessus des Olivades. Les jeunes voisins font connaissance, Jules et Geneviève, Ginette pour les intimes, se marient en 1938. Ils ont 3 garçons, dont votre serviteur, et décident de s'installer aux Olivades. À partir de ce moment-là, Jules Vuillon devient le fermier de Loiry-Giraud, du nom des 3 sœurs, ma mère et mes tantes, propriétaires des Olivades. Il est à l'époque difficile de vivre de la vente du vin de table et de l'huile d'olive. Petit à petit, mon père va reconvertir l'exploitation vers d'autres productions, limitée en cela par le manque de ressources en eau pour la saison de production d'été. Dans les années 50, mon père passe de la traction animale au tracteur, puis se lance dans la monoculture de l'artichaut Mako ou blanc hiérois, dont la pleine production est au mois de mai et ne nécessite que peu d'eau en période estivale. Je me rappelle l'avoir aidé à aller chercher, avec le cheval, des charrettes d'algues à 6 km des Olivades. Selon le sens du vent, nous ramenons le varech de la plage des Sablettes à la Seine-sur-Mer ou des Launes, à Sifour-les-Plages.
On l'utilise pour amender la terre mais aussi en raison du sel qu'il contient qui permet de retenir l'humidité au pied des cultures comme un paillage. Toute cette production de primeurs est expédiée par le train vers Lyon et Paris. La ville d'Olioul, comme la région hyéroise, est réputée pour être la primeur de France, c'est-à-dire la première. Tous les soirs, les premiers artichauts, premiers petits pois, premières tomates, premiers melons, premières pommes de terre sont expédiés par train de marchandises. Jules loue des terrains autour d'Olioul pour cultiver ses artichauts. Dans les années 60, il a l'opportunité d'agrandir les olivades en achetant un terrain mitoyen à un voisin en son nom propre. Il dira plus tard à ses 3 fils qu'ils pourront y bâtir leur maison. Mais il évoque aussi les possibles problèmes de succession de Loiry. En effet, à la fin des années 90, Jules donnera son accord pour que ce terrain attenant aux olivades soit vendu pour payer leur part de succession aux autres descendants de Loiry. Mais revenons à Jules et sa production d'artichauts. La concurrence de l'Italie et la mise en place de l'ébauche de ce qui deviendra le marché commun agricole sont perçues négativement par les producteurs de notre région. En effet, les Italiens ont des coûts de production plus faibles, main-d'œuvre en particulier. Le transport est subventionné jusqu'aux frontières par le gouvernement italien et ils n'ont pas de droits de douane. L'augmentation permanente de l'offre aboutit à une baisse des prix payés aux producteurs. Mais la demande est importante. Les consommateurs sont encore attachés au rythme des saisons et à la gamme de produits primeurs. Aux olivades, l'ouverture du marché commun et la concurrence de l'Italie d'une part, la grève générale de mai 1968 d'autre part, contribuent à réduire la rentabilité de cette activité. Dans les années 1970, mon père diversifie petit à petit ses productions vers le débouché de consommation locale pour le marché de gros de Toulon-Sainte-Mus. L'arrivée de l'eau du Verdon par le canal de Provence, en 1977, apporte la possibilité d'élargir encore plus la gamme de production, même en période estivale. La perspective de pouvoir irriguer, de maîtriser la pression de l'eau, transforme l'agriculture, mais cette prouesse arrive déjà un peu trop tard pour les maraîchers de moins en moins nombreux. En 1969, je suis étudiant et Denise est infirmière quand nous nous unissons par les liens du mariage. 1 an plus tard viendra au monde notre première fille Edith suivie d'Agnès, 2 ans après. Aux olivades, mes 2 frères et moi, depuis notre enfance, aidons chaque saison au mois de mai au ramassage des artichauts qui dure 1 mois et demi. Mais cette monoculture que pratique mon père ne peut pas nourrir une famille de plus aux olivades. Avec mon frère Alain, en 1972, nous nous installons à La Monette, une ferme à 3 km des olivades sur la commune voisine. Denise garde son métier d'infirmière quelques années, mais après la naissance de notre 2e fille, elle s'impliquera petit à petit dans nos travaux avant de faire le choix définitif de l'agriculture en 1987 pour s'occuper du point de vente direct et ensuite s'impliquer totalement dans la mise en place de la MAP. Notre projet est de produire des fruits et des légumes pour les vendre directement sur le marché de détail de la Seine-sur-Mer. Or, nous sommes tout de suite confrontés au problème du foncier avec la mise en place de l'autoroute B52, reliant Marseille à Toulon qui coupe en 2 l'exploitation agricole, La Monette, que nous venons de prendre en fermage. Le passage de cette autoroute induit une perte de surfaces agricoles sur les terres en fermage de La Monette. Pour récupérer 3 hectares perdus par le tracé, nous intensifions les modes de production et construisons les premières serres plastiques. À l'époque, l'énergie est très bon marché, et il n'y a pas de difficulté pour chauffer les serres. Il n'y a encore aucune importation. On ne trouve sur le marché que les produits de saison. Grâce à notre installation moderne et les nouvelles techniques, nous récoltons au printemps des produits d'été. Cette production primeur de serre est appréciée et elle est viable. Nous développons ce système, jusqu'à atteindre 1,5 hectare de production sous tunnel. Les engrais chimiques et les pesticides accompagnent ces nouvelles techniques de production qui nous sont fortement conseillées. Pendant 7 ans, jusqu'en 1980, nous écoulons nos produits sur le marché de la Seine-sur-Mer. En mai 1968, pendant mes années universitaires et ma préparation à l'école d'agronomie, je prends conscience de l'intérêt de se rassembler et se regrouper sur un même axe de travail et les mêmes objectifs. C'est la raison pour laquelle je m'investis au sein des structures agricoles et des syndicats de l'époque, comme jeune agriculteur. Il faut se former et s'adapter aux nouvelles techniques.
Les conseillers agricoles accompagnent les agriculteurs vers les nouveaux marchés. C'est l'entrée dans l'agriculture productiviste et la compétitivité. Mon père, toujours opposé à nos formes de développement du métier, estimait que je perdais mon temps, mais était malgré tout admiratif devant les bons résultats tant sur la quantité que sur le visuel de nos produits. Dès 1973, le premier choc pétrolier a un impact sur nos productions. Il ne va cesser d'augmenter nos coûts d'exploitation et la situation se dégrade de saison en saison. L'ouverture des frontières et l'arrivée de l'Espagne dans le marché commun vont petit à petit faire disparaître la notion de primeur. Sur les étalages, on voit de plus en plus de produits de contre-saison provenant de régions plus au sud. C'est aussi à cette époque que s'est ouvert le premier hypermarché dans la région, un mammouth, à la Seine-sur-Mer faisant suite à un développement important de supermarchés sous l'enseigne Casino. J'évolue parallèlement dans les organisations professionnelles agricoles. En 1973 a lieu la fusion des syndicats agricoles de chaque commune et nous créons le SALOV, Syndicat agricole du littoral de l'Ouest varois, dont je suis président jusqu'en 1980. Ces commissions spécialisées sont horticulture, maraîchage et viticulture. Tous les agriculteurs, jeunes et anciens, sont regroupés et petit à petit le syndicat englobe le groupement de développement agricole, GDA de l'Ouest varois. La partie viticole de l'appellation Bandol nous rejoint aussi. Le GDA reçoit l'aide de la Chambre d'agriculture avec l'appui de 5 techniciens agricoles. La rencontre avec Michel Salmona II, docteur en sociologie et chercheur au Centre d'anthropologie Université de Paris 10, dans le cadre d'une recherche-action sur le travail des maraîchers, a été déterminante pour la sensibilisation à la pénibilité du travail de maraîcher et aux besoins de formation des agriculteurs. À l'apogée de leur fonctionnement, le groupement de développement agricole et le syndicat agricole du littoral ouest varois sont très dynamiques. Ils sont aussi liés au Centre départemental des jeunes agriculteurs et à la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles du Var. L'objectif principal de nos diverses structures est la défense de l'agriculture locale. Nous nous regroupons pour faire des actions de promotion, pour la mise en marché de nos produits par les coopératives, nombreuses elles aussi. C'est souvent les mêmes hommes et femmes que nous retrouvons rassemblés dans ces structures. L'autre point commun à tous les agriculteurs, repris par le SALOV, concerne les actions revendicatives pour défendre le foncier. C'est le moment où les POS, plans d'occupation des sols, se mettent en place et décident de la vocation d'un espace communal. Le problème de l'injustice créée par les décideurs n'est d'ailleurs toujours pas résolu. La valeur foncière est si différente selon la situation, d'un côté ou de l'autre de la limite imposée par le POS. Or, cette injustice n'a jamais été compensée. Sur ce sujet, en 1972, le GDA s'associe à un groupe de travail sur l'élaboration d'un POS avec péréquation sur la commune de la Cadière, Var. C'est un calcul qui doit contribuer à niveler le prix du foncier quel que soit le zonage sur la commune et ainsi amoindrir les injustices créées par les limites de chacune des zones du POS. Ce projet pilote restera à l'état de projet. Il entrera au programme d'enseignement sur la gestion des territoires à l'École nationale d'administration. À la Monette, nous continuons les légumes et les fraises primeurs et parallèlement, en 1977, je rentre au conseil d'administration de la coopérative maraîchère de Sainte-Mus. À la même époque, je suis élu à la mairie d'Olioul pour un mandat. Il me semble nécessaire de défendre une véritable politique agricole locale, qui part du foncier jusqu'à l'économique en passant par des investissements spécifiques et publics comme l'eau du canal de Provence et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire toulonnaise, SDAU. Mais revenons à la Monette à la fin des années 1970. Sur le marché de la Seine-sur-Mer, nous commençons à ressentir l'influence des grandes surfaces. Nous observons une baisse de la fréquentation du marché et un vieillissement de la clientèle. Les consommateurs qui travaillent le matin vont dans les grandes surfaces pour des facilités d'horaire, de parking et de rapidité. En 1980, nous décidons d'arrêter la vente sur le marché. Nous apportons nos productions à la coopérative de Sainte-Mus, située sur le marché de gros de Toulon. Nous sentons bien à cette époque que les choses sont en train de changer. La présence de plus en plus grande de la production espagnole, malgré les manifestations et les camions renversés.
Une baisse des prix due à la concurrence. Nous sommes tenus à une standardisation des produits où, pour la première fois, nos productions doivent s'adapter au marché alors que jusque-là le marché s'est toujours adapté aux produits. À chaque revendication, on nous reproche de ne pas savoir vendre, de ne pas être performant, de ne pas savoir suivre notre produit jusqu'au bout de la chaîne. Qu'à cela ne tienne, nous nous investissons dans le volet commercial. Avec le GDA, nous faisons beaucoup de formations à la gestion et la comptabilité. Nous choisissons d'entrer dans les organisations économiques de la profession, tout particulièrement de la coopération. Je quitte donc le SALOV et le GDA en 1980 pour devenir administrateur délégué à la direction de la coopérative maraîchère de Sainte-Musse à Toulon et me concentrer sur la commercialisation. Je reprendrai mon implication dans le syndicalisme agricole au sein de la Confédération paysanne du Var à la fin des années 90. À la coopérative maraîchère de Toulon, nous nous confrontons aussi aux pratiques de la grande distribution. La plupart des coopératives agricoles de fruits et légumes de Provence disparaîtront au cours des années 80. Par contre, la grande distribution connaît dans le même temps une progression exponentielle. En tant qu'organisation économique agricole devant commercialiser la production de ses adhérents, il n'est pas possible de passer à côté du phénomène de société qu'est la grande distribution. L'absence de règles entraîne la faillite d'un nombre très important de leurs fournisseurs chaque jour un peu plus étranglés. Le petit commerce de proximité agonise. Le bilan social de ces années-là est désastreux. En 1984, je retourne sur les terres familiales aux Olivades pour faire du maraîchage et prendre la suite de mon père. Denise fait des remplacements d'infirmière. Alain reste à la Monette et se spécialise dans la fleur coupée. En 1985, la SCEA, Société civile d'exploitation agricole, les Olivades est mise en place pour permettre le fonctionnement des Olivades dans un contexte où mon père Jules prend sa retraite. En 1987, nous livrons quotidiennement, en demi-gros, les supermarchés du coin. Cette année-là, nous démarrons l'expérience de la vente directe à la ferme tenue et gérée par Denise. Nous faisons aussi une expérience de regroupement de 5 fermes maraîchères en ceinture verte de Toulon. Les jardins et vergers du littoral. Après la fermeture de la coopérative de Sainte-Musse, nous cherchons une solution pour vendre nos productions. Chacun ouvre un point de vente à la ferme. Pour optimiser l'offre de produits et réduire la charge de travail de chacun, nous nous répartissons certaines productions. Nous les échangeons 3 fois par semaine. Nous faisons aussi du dépôt-vente d'autres produits locaux comme les volailles fermières, les fromages de brebis du Haut-Var, le vin de Bandol, etc. La Chambre d'agriculture du Var, qui se doit de faire la promotion de l'agriculture locale, n'apprécie pas cette organisation qu'elle juge trop commerciale. Elle nous retire à tous le panneau « Produit de la ferme ». Nous en restons tous stupéfaits. Nous continuons notre activité. Nos points de vente attirent de plus en plus de consommateurs, mais l'économique ne suit pas. Nous sommes contraints d'aligner nos prix de vente sur le cours du marché, mais nos coûts de production eux sont indexés sur le prix de la vie. Petit à petit, nos amis fermiers arrêtent leur activité. Notre système aura duré une dizaine d'années. Depuis 1988, la mairie d'Olioul semble s'obstiner à chercher un prétexte pour nous exproprier comme expliqué dans ce livre, La sauvegarde des Olivades. Devant notre résistance, un des arguments du maire était « Vous ne pouvez plus faire des cultures de plein champ aux Olivades, ça prend trop de place ». Un peu plombés par ces paroles, nous sommes sans réaction et sans réponse. L'ouverture de l'hypermarché et l'échangeur autoroutier qui l'accompagne en 1989 participent à une dégradation considérable de l'environnement proche des Olivades. Nous nous retrouvons brutalement projetés de la campagne à la ville. L'horizon de nos parcelles se modifie, les chemins s'agrandissent et la circulation routière augmente aussi. Les sacs plastiques dans les arbres, les éclairages nocturnes, le brouhaha incessant des semi-remorques et le déchargement des marchandises. Nous voici confrontés à un environnement plus citadin que semi-rural. Le développement du point de vente à la ferme me pousse à offrir une gamme de produits très diversifiés. Dès 1989, je m'intéresse à la biodiversité, au point de réaliser une collection de courges qui va augmenter régulièrement tous les ans jusqu'à atteindre 180 variétés différentes.
En 1996, Edith et Agnès, nos filles, écrivent un livre de cuisine, Secrets et saveurs des cucurbitacées des Olivades, préfacé par Alain Ducasse. Agnès obtient le prix Défi Jeune, de la délégation régionale du ministère des Sports et de la Jeunesse. Nous ne partons pas souvent en vacances. La plupart des congés scolaires de nos filles se passent aux Olivades, où le travail nous occupe tout l'été. Aussi, dans les années 90, elles sont capables de nous remplacer sur la ferme et sur le point de vente quand nous partons une semaine de temps en temps. En 1991, toutes les enseignes des grandes surfaces décident de ne plus commercialiser en été des tomates de plein champ. Elles ont soi-disant des défauts que les tomates produites hors sol et sous serre n'ont pas. Je vendais pourtant à la grande surface voisine des tomates en été et des salades en hiver sous contrat. Mais cette année-là, en plein mois d'août, nos tomates gorgées de soleil sont restées dans les champs. La grande surface nous les refuse. Dans les rayons des supermarchés apparaissent les premières tomates industrielles, produites hors sol en Belgique, chères et insipides. Tout autour de la planète et du nord au sud, il n'y a plus que 3 sortes de tomates, la ronde, la grappe et la cocktail. C'est le produit le plus standardisé. Ce constat a déclenché mon changement d'orientation vers la biodiversité des productions. Dès l'année suivante, en réaction, je cultive des variétés de tomates anciennes qui nous donnent entière satisfaction par leur bon goût. Techniquement, c'était un pari. Commercialement, au début, c'était difficile. Pour être sûr d'en réussir une certaine quantité, j'en produis beaucoup. Par bonheur déjà, au stade de plant, elles sont magnifiques et de nombreux jardiniers amateurs en ont bien profité quand nous faisions la vente de plants. La culture de ces tomates s'avère simple et elles semblent avoir trouvé un terroir pour s'épanouir, pour notre plaisir gustatif. Chacune conserve son caractère et sa productivité, très faible en général. La tomate ancienne devient une spécialité des Olivades. Cette originalité a interpellé quelques grands chefs de la gastronomie. Cela a commencé par une invitation en 1993 d'Alain Ducasse, au restaurant Le Louis XV de l'Hôtel de Paris à Monaco, suite à un article de presse sur le sujet. Soucieux de la disparition des petits maraîchers de l'arrière-pays de Cannes à Menton, sans lesquels je ne peux plus exercer mon métier, nous dit-il, il nous encourage à continuer dans la voie que nous venons de choisir, la biodiversité et la recherche des saveurs. Nous restons en contact. À partir de cette rencontre, une part grandissante de notre production est destinée à se déboucher. Chaque année, je recherche, chez les rares semenciers spécialisés français, une nouvelle variété inconnue. À la ferme de Sainte-Marthe, terre de semences devenue Cocopelli 3, ou les graines Beaumont, mais aussi chez les membres collectionneurs de Seed Saver 4 aux États-Unis. Pour faire connaître ces nouveautés, en 1997 et jusqu'en 2003 en été, aux Olivades, nous faisons la fête de la tomate. Le slogan « Venez retrouver le goût des tomates qui est dans votre mémoire » attire beaucoup d'amateurs. C'est une journée en l'honneur de ces merveilleuses tomates qu'on présente et qu'on déguste. Chaque année on élit la meilleure, la plus juteuse comme la rose de Berne, l'onctueuse noire charbonneuse de Russie, la moelleuse comme l'ananas avec ses belles tranches jaune d'or veinées de rouge, ou encore la succulente evergreen, couleur émeraude et son rapport acidité-sucre parfait, ou la douce beauté blanche, la charnure russe ou l'italienne Sainte-Lucie et la petite ronde green zebra. C'est un plaisir aussi de découvrir leur forme et leur calibre. La cœur, petite, moyenne ou géante, ou la longue comme l'Andine cornue ou la San Marzano qui sont les ancêtres de nos tomates modernes cultivées pour la sauce comme la Roma ou Pandelotte. Certaines portent le nom de leur histoire ou de la personne, comme la tante Ruby, du nom de la migrante d'Allemagne vers les États-Unis, qui a précieusement gardé dans ses poches les semences sélectionnées d'année en année par ses soins de cette grosse tomate vert clair, charnue et délicieuse. Après la collection de tomates et de courges, je me passionne pour les aromatiques. J'en découvre 280 variétés. Pour le basilic, je cultive 40 parfums différents. J'étends mes recherches et mes expériences aux collections de courgettes, de poivrons et d'aubergines, voir hymne à la biodiversité en annexe page 239. Et plus j'avance dans cet univers, plus les grands chefs sont intéressés par nos produits. La qualité gustative devient une priorité. Je me rends compte que cette valeur est étroitement associée à la terre, le terroir et les saisons. Les chefs me disent que le parfum des basilics par exemple reste persistant au moins une semaine, alors que celui provenant des productions hors sol disparaît au bout de 24 heures.
Cultivé en pleine terre, au mistral et en plein soleil, ne peut que concentrer les parfums, le goût et distinguer leur caractère et leur personnalité. Le terroir des olivades est argilo-calcaire, parfois ingrat à travailler, mais il donne des saveurs fortes et persistantes en bouche. Ces qualités sont amplifiées lorsque la vie du sol est intense, et que la plante y trouve tous les éléments qui lui sont nécessaires. Pour le travail du sol, je m'oriente vers un amendement organique et je découvre petit à petit qu'un équilibre se produit, et qu'il n'est plus besoin d'intervenir contre les parasites et les maladies. Une plante ni forcée ni stressée est moins sensible aux attaques de toutes sortes. Des surprises ont souvent accompagné mes expériences, et même des échecs, comme l'impossibilité sur ce type de sol de produire des légumes racines comme les crônes ou les pissenlits et autres scorsonnaires. Je commence à bien connaître cette terre. Avec le recul, je prends conscience de la situation géographique et du climat privilégié. Ces mêmes atouts qui ont permis à mon père d'avoir 1 mois d'avance sur les productions bretonnes d'artichauts ou de choux-fleurs, et d'en tirer un revenu. J'avais eu du mal à entrer dans le productivisme maraîcher, spécialisé, performant et rigoureux. Mon choix, quand je reprends les olivades, c'est le jardin maraîcher dans l'espace naturel. Je suis né dans cet environnement, entouré des productions végétales d'arborescence et j'y côtoie une faune qui m'est familière. Mais, à côté de cet univers bucolique, il faut bien gagner sa vie. Je continue à servir les grandes surfaces en production de salades, allant jusqu'à produire 1 million de têtes par an, espérant pouvoir un jour sortir de cette contrainte économique. Je pense et j'espère que les bonnes tomates, la biodiversité, peuvent être à la fois une satisfaction professionnelle et une source de revenus. Petit retour en arrière qui a son importance dans le contexte agricole. En 1994, la grêle très localisée sur Olioul détruit toutes les cultures plein champ. C'est le seul accident climatique de toute notre vie qui a eu des conséquences économiques. D'ailleurs, la grêle a signé la fin de l'horticulture à Olioul. Sur les 140 exploitations agricoles présentes avant la grêle, sur la commune d'Olioul, seule une quinzaine subsiste. Aux olivades, c'est la diversification de nos productions qui nous sauve et nous permet d'honorer nos contrats avec nos clients. C'est dans cette situation que la rencontre avec Alain Ducasse nous aide. À partir de 1996, nous développons l'expédition vers les restaurants gastronomiques, avec nos productions de printemps et d'été. Nos produits partent vers la France, mais aussi l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Toutefois, l'économie de l'exploitation à la fin des années 90 est trop saisonnière et inégale sur l'année, aussi bien sur le point de vente que sur les autres débouchés. Il y a une très forte activité du printemps jusqu'à la fin de l'été, une bonne fréquentation du point de vente puis une chute en automne et en hiver mettant les olivades dans une situation de précarité. C'est sur ce point que la MAP rétablira l'équilibre économique. La contrainte de la diversification des productions nous oblige à être 6 personnes à travailler en été, mais le manque de rentabilité prolongée durant les mois d'hiver nous oblige à nous séparer de notre personnel en saison creuse. Cette année 2000 et l'hiver 2001, nous fermons le point de vente de décembre à avril pour limiter les coûts. Nous sommes donc contraints de licencier les 2 salariés permanents, pour ne fonctionner qu'avec du personnel saisonnier au printemps suivant. Je passe beaucoup trop de temps à la commercialisation, mais c'est une obligation. Je dois en effet négocier au quotidien, préparer les commandes et les livrer, apaiser les différends avec les chefs de rayon, leur assurer un complément d'approvisionnement en cas de rupture de marchandises et cela souvent en fin de semaine quand nos aides se reposent. Enfin, je dois veiller à la bonne présentation de nos produits, et même réaliser des animations en magasin afin de dynamiser le rayon fruits et légumes. Du point de vue du temps passé à vendre, la MAP nous apportera un énorme gain de ce temps. Pendant des années, nous ferons aussi les foires aux plants. Nos plants de tomates anciennes ont un énorme succès. Ces journées avec les pépiniéristes sont très agréables. Mais nous n'avons pas un seul jour de repos en cette période, et nous accumulons une telle fatigue que nous arrêtons ces animations ventes en 2001. Nous pensons avoir rempli notre mission de relance et de promotion de la biodiversité des tomates anciennes, des cucurbitacées et autres collections dont nous faisions les plans. Nous gardons un bon souvenir de ces journées dans un décor de jardin merveilleux. Le mois de décembre 2000 verra le décès de mon père et celui de la mère de Denise. Économiquement,
l'expérience de fermer en hiver ne sera pas satisfaisante. C'est la MAP qui nous fera reprendre l'activité toute l'année. Nos produits doivent être toujours plus attractifs et moins chers, suivant la logique de la grande distribution. Entre 1990 et 2000, pour mettre en place les contrats salades avec l'hypermarché voisin, en début d'année, je fixe les quantités et les prix pour toute la saison. En 10 ans, nous n'avons pas pu augmenter le prix de vente des salades, mais par contre le poids minimum exigé, lui, a doublé dans la même période. Ce qui revient à une baisse conséquente de la rentabilité par l'augmentation des écarts de triage. Pendant des années, il y a ma photo au-dessus du rayon salade servant de caution à l'image du magasin qui soutient la production locale. En 1999, je réintroduis les légumes à la monette sous les serres. Je n'utilise plus les chauffages antigel trop coûteux. Le but n'est pas de produire en contre-saison ni hors sol. Les serres vont permettre de relancer la production de primeurs des années 70 et de sécuriser la période hivernale. Cet avantage deviendra une nécessité pour l'engagement des productions en AMAP. Après avoir tout essayé, avoir épuisé tous les systèmes commerciaux, c'est la vente directe aux olivades, puis le partenariat avec les consommateurs qui vont me permettre de continuer mon métier et l'activité agricole aux olivades. Je laisse la plume à Denise pour vous raconter en détail cette aventure, à la fois professionnelle et humaine, qui a changé nos vies. La découverte du concept CSA. C'est au cours d'une visite à New York, chez notre fille Edith et notre premier petit-fils Émile, à la fin de l'année 1999, que Daniel et moi découvrons le concept CSA, Community Supported Agriculture. Je suis assise en face de Sheila, une New-Yorkaise qui œuvre avec Edith dans une association caritative. Une fois par semaine, elle prépare des repas et les distribue aux sans-abri. Tout en tartinant des sandwichs, nous échangeons sur nos identités et ce que chacune fait dans la vie. Je me présente, j'étais infirmière, mais depuis 30 ans je travaille avec Daniel, mon mari, sur l'exploitation familiale de mes beaux-parents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.